Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre des cours à distance en licence pro iPro CDG et UT de Saint-Nazaire, je propose donc une correction possible du TD6 qui concerne une chaîne de remplissage de flacons. Donc c'est un type de système qu'on va pouvoir trouver par exemple en agroalimentaire ou en pharmaceutique. Sur ce système automatisé, on va remarquer qu'il y a beaucoup d'éléments pneumatiques. Donc vous avez vu la partie cours voilà, le pneumatique. Alors ici, on va retrouver beaucoup de vérins. On va retrouver 7 vérins qui sont bah, qui sont repérés à partir de la lettre A pour ce vérin en bas ici jusqu'à la lettre G pour celui-là, le vérin qui permet le transfert des flacons sur le tapis roulant. Alors pour tous ces vérins, voilà, on en a parlé un petit peu, donc ils sont pneumatiques. On va avoir aussi trois autres actionneurs pneumatiques qui sont voilà, les électrovannes. Donc une électrovanne qui va se situer ici, une électrovanne qui va se situer ici, puis une électrovanne qui va permettre d'alimenter la rotation du moteur pneumatique. On a un petit peu parlé dans la partie courte. Alors, ce qu'on peut commencer par faire, c'est la liste des entrées-sorties. Donc, pour les entrées sur ce système, pardon, je vais peut-être commencer par un peu plus préciser ce que c'est ce système-là. Donc, c'est un système qui va parler de travail à la chaîne. Donc ici en pneumatique. Donc le principe, ça va être de remplir et boucher des flacons. Mais avant de remplir, on va vérifier l'étanchéité du flacon. Donc c'est le rôle du poste contrôle éjection qui est ici. Alors sur le schéma, je suis un petit peu dans le désordre, on a une vue de face qui est sur cette partie haute jusqu'au pointillé qui est ici, et puis une vue de dessus. Donc essayer de bien repérer le schéma global. C'est un système qui va fonctionner avec une cadence assez importante, au sens où un cycle va durer quelques secondes seulement, comparé à pas mal de sujets qu'on a pu aborder avant. Donc le cycle va être géré aussi, le mode de fonctionnement va être géré par un commutateur auto-arrêt cycle par cycle, donc très très classique, et le bouton poussoir de CY qui est ici. Donc en mode automatique, dès qu'un cycle est terminé, on en recommence un autre. En mode cycle par cycle, il faudra appuyer sur des par cycles pour lancer un nouveau cycle à chaque fois. Puis en mode d'arrêt, même si j'appuie sur des par cycles, le système ne doit pas démarrer. On verra tout ça, comment c'est fait. Donc, on va avoir sur ce système une toute première phase qui est amener un nouveau flacon sur le tapis roulant, donc au poste 1, il va se retrouver ici. Alors c'est le vérin A va commencer par rentrer, on va attendre une seconde, puis il va sortir. Et ensuite, le vérin G va faire avancer le tapis roulant. Voilà. Tous les flacons vont avancer d'un cran. Donc le flacon qu'on vient d'amener va se retrouver au poste 2, contrôle éjection. Celui qui était au poste contrôle éjection, le cycle précédent, va se retrouver au remplissage. Celui qui était au remplissage, le cycle précédent, va se retrouver au bouchage. Et celui qui était au bouchage va se retrouver vers l'évacuation. Alors on peut imaginer qu'il y aura des systèmes complémentaires derrière, étiquetage, eurodatage, et puis pelletisation, etc. Ça, on n'étudiera pas cette partie-là. Voilà. Donc sur ce système, on trouve effectivement 7 vérins numérotés, repérés de la lettre A à la lettre G. Et puis sur chacun de ces vérins, donc on va avoir une commande de sortie de tige et une commande de rentrée de tige, donc par des distributeurs bistables. Ce sont tous des vérins double effet, ce qu'on préfère souvent en automatisme. Et puis sur ces 7 vérins, on va trouver systématiquement un capteur de position rentrée, ici G0 pour le vérin G, et G1 pour la position sortie. Alors, je précise ici, c'est pas tout à fait ça, 0 pour position rentrée, 1 pour position sortie. Ça, c'est un type de repérage qu'on trouve régulièrement dans les énoncés. Un autre type de repérage, c'est celui qui est utilisé dans cet énoncé, c'est plutôt 0 position de repos et 1 position de travail. Donc position de repos, c'est la position naturelle du vérin, celle qui va être initiale, d'ailleurs ça va être dans les conditions initiales du graphe 7 qu'on va trouver ça. Alors ils sont tous en position de repos, en position rentrée, hormis le vérin A, vous voyez, sa position de repos, c'est sa position sortie. Donc il est naturellement toujours sorti, et en fait on va le faire rentrer en position de travail en position A1, quand on va vouloir faire avancer, placer un flacon devant, et quand on va le faire sortir, le flacon va se retrouver en poste 1. Au niveau du poste de contrôle éjection, je vais peut-être le montrer sur
diapo suivante, peu importe. On va avoir obturation du flacon par le vérin B, puis on va envoyer de l'air comprimé dans le flacon, de manière à tester son étanchéité. Donc on va envoyer de l'air comprimé pendant 2 secondes, et puis après on va attendre pendant 3 secondes, on va voir si la pression dans le flacon va chuter. Si elle chute, c'est qu'il n'est pas étanche, et dans ce cas-là, le vérin C qui est latéral, qu'on voit sur la vue dessus, va éjecter le flacon, il va aller vers un bac de récupération, sans doute recyclage, etc. Au niveau du poste de remplissage, je referai apparaître après tout ça, le vérin D va permettre de pousser une dose de produit qui est dans le doseur ici. On imagine que c'est un produit liquide ici. Donc en ouvrant l'électrode V2 qui permet le passage sous le doseur. Et puis quand le vérin D va remonter, on va avoir une aspiration du produit, de la réserve de produit, qui va revenir remplir le doseur pour le cycle suivant, pour le flacon suivant. Au niveau du bouchage, le vérin F va présenter un flacon sous le vérin E, donc en sortant, il va y avoir un bouchon qui va se retrouver ici. Le vérin E va descendre, va prendre le bouchon, donc il va s'emmancher en force dans la tête de bouchage. On n'a pas de système de pince ici, ça pourrait exister, mais là c'est pas le cas, c'est pas nécessaire. Ensuite le vérin E va rentrer, le vérin F va rentrer, puis le vérin E va descendre, et cette fois-ci il va descendre jusqu'en bas, tout en faisant tourner la tête de bouchage grâce au moteur pneumatique qui est représenté ici MB. Et donc le flacon va venir se visser sur le pas de vis présent sur le flacon. Et ensuite le vérin E va rentrer, le bouchon va rester fixé sur le flacon. Donc voilà pour une présentation un peu succincte de ces quatre postes en réalité, le transfert, contrôle, et éventuellement injection, remplissage et bouchage. Alors sur les entrées, sur ce système, on va avoir des entrées donc A0 à G0, c'est les positions de repos. Donc tous en position rentrée pour les vérins, sauf pour le vérin A. A1 à G1, ça va être les positions travail. Donc on va trouver pour ces 7 vérins déjà 14 entrées. On va trouver également un capteur X et un capteur Y de présence d'un flacon sous les postes de remplissage ou bouchage. Alors en effet, il peut se produire qu'il n'y ait pas de flacon à cet endroit ou cet endroit, tout simplement au premier cycle, on imagine qu'on démarre sans flacon sur le tapis roulant, ou alors tout simplement si le coup précédent, le cycle précédent, le flacon n'était pas étanche, il a été éjecté, donc il y a un manque d'un flacon, donc sur le cycle suivant, il n'y aura pas de flacon au poste de remplissage, et le cycle encore suivant, il n'y aura pas de flacon au poste de bouchage. Donc ces capteurs X et Y vont nous permettre de savoir s'il y a un flacon présent ou non sous ces postes-là. Dans la réalité, on pourrait s'en passer, on pourrait construire un graphset qui serait pas mal plus compliqué. On pourrait se passer de ces capteurs-là. Il suffirait de savoir, d'avoir une variable qui permet de mémoriser si un flacon a été éjecté ou pas au coup n-1 ou au coup n-2 pour le cycle n en cours. On a également un détecteur de pression, un manostat qui est ici, qui s'appelle P. Et puis on a les habituels, auto et cycle par cycle. Donc ça c'est le commutateur qui permet de choisir le mode de fonctionnement. Arrêt n'est pas une entrée, c'est ni auto ni cycle par cycle, ça veut dire arrêt. Et puis on a aussi le bouton poussoir bien entendu des CY. Donc ça ce sont pour les entrées. Pour les sorties, on va trouver donc pour chaque vérin une commande de sortie de tige et une commande de rentrée de tige. Donc on va avoir A+, AG+, les commandes de sortie de tige. On va avoir de A-, AG-, les commandes de rentrée de tige. Donc ça va aussi nous faire 14 sorties. Et puis on va avoir en plus les électrovannes EV1, EV2 et EV3. Donc EV1 pour l'envoi d'air comprimé dans le flacon. Enfin, ça va être une pression relativement faible pour pas faire éclater le flacon ou le déformer. EV2 c'est pour ouvrir le passage sous le doseur. Et EV3 c'est pour envoyer de l'air comprimé dans le moteur pour le faire tourner. Le moteur pneumatique. Donc ici on a 14 sorties, 15, 16, 17 sorties. Et pour les entrées, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 entrées.
Alors la distinction pour moi est toujours assez importante entre entrée et sortie. C'est surtout pour éviter de se tromper. Les entrées, on va les trouver uniquement sur les transitions, éventuellement en action conditionnelle, pourquoi pas. Et puis les sorties, on va les trouver uniquement dans les rectangles d'action. Alors, je passe à la diapo suivante, où je vais peut-être je vais représenter une partie des choses que je viens de dire. Donc c'est une chaîne de remplissage de flacons avec 3 postes de travail, contrôle, éjection, remplissage, bouchage, réellement. Et c'est du travail à la chaîne. Donc on va pas traiter un flacon du début à la fin pour ensuite passer à un nouveau flacon. Donc c'est à l'instar de ce qu'on fait dans l'industrie automobile. On va pas fabriquer une voiture de A à Z puis passer à une autre voiture de A à Z. Imaginez bien, on a chaque poste qui travaille sur la voiture, sur la chaîne en cours. Bref. Donc la séquence, c'est d'abord transfert d'un nouveau flacon sur le convoyeur et avancée du convoyeur. Donc ce sera la partie de gauche ici. On va avoir contrôle d'étanchéité, éventuellement éjection s'il y a un problème d'étanchéité, remplissage, donc si un flacon est présent, et bouchage si un flacon est présent également. Donc voilà. Ces 3 postes-là, contrôle d'étanchéité, remplissage et bouchage, vont travailler simultanément. C'est là qu'on voit le travail à la chaîne. Alors, et puis on aura gestion du mode auto, ou cycle par cycle, ou arrêt, évidemment. Donc le transfert, c'est dans cette zone-là du schéma qu'on va trouver. Le contrôle d'étanchéité va se situer ici, avec éventuellement éjection. Le remplissage va se situer ici, sur la ligne en vert, et puis le bouchage, c'est sur la partie en haut à droite. Donc, j'ai déjà un petit peu présenté. Alors on va commencer, donc on va faire tout de suite cette chaîne de remplissage avec un graph-set pour chaque poste, un graph-set pour le transfert, un pour le contrôle d'éjection, un pour le remplissage et un pour le bouchage, et puis un graph-set de coordination qui va gérer tout l'ensemble. On aurait pu faire un seul grand graph-set pour tout ça, alors c'est d'ailleurs ce que je fais en DUT en deuxième année option bioprocédé. Il y a une vidéo sur YouTube dans la playlist automatisme bioprocédé si vous voulez regarder comment ça se passe, puis je présente peut-être un peu plus complètement d'ailleurs le système dans cette vidéo. Bon, on va partir directement sur des graph-sets avec coordination entre ces différents graph-sets, donc des graph-sets de tâches, des graph-sets esclaves qui vont gérer tout ça. Donc on va commencer par le graph-set de transfert, donc qui est sur cette partie rouge ici. Alors ce qui va nous manquer pour l'instant, c'est la condition de démarrage du graph-set de transfert. Donc je mets 3 petits points ici. Ça va dépendre du graph-set de coordination. Donc pour l'instant, je laisse de côté, mais je vais faire indépendamment tous mes graph-sets, sans trop me préoccuper de comment ça va être coordonné tout ça, et on le verra dans un second temps. On pourrait le faire autrement, c'est-à-dire commencer par voir d'un point de vue global qu'est-ce qu'on veut faire. D'abord le transfert, puis les 3 autres postes, contrôle d'éjection, remplissage, bouchage, puis aller dans le détail de chacun des postes. J'ai choisi d'abord voir le détail de chacun des postes, puis voir la coordination. Donc on va commencer à l'étape 1 par faire rentrer la tige du vérin A, donc par A- jusqu'en position travail A1, comme vous voyez ici. Puis on va attendre une seconde, être sûr que le flacon soit bien positionné. Alors on n'a pas de capteur pour savoir s'il y a effectivement un flacon, donc on pourrait positionner ici un capteur pour savoir s'il y a un flacon qui arrive bien devant le vérin A. Si on avait un capteur qui fait ça, au lieu de mettre une seconde, ici je mettrais la mnémonique de ce capteur-là. Ensuite, on va faire sortir la tige du vérin A par A+, jusqu'en A0. Donc, je viens de positionner un flacon au poste 1 là, sur la vue de face sur le tapis roulant. Et ensuite, on va faire avancer tout le monde d'un cran. Donc, le vérin G va avancer d'un cran. Alors, ce que j'ai pas précisé tout à l'heure quand j'ai présenté le système, c'est qu'on a un système qui est indiqué ici cliquet, qui veut dire tout simplement que quand le vérin G sort, ça entraîne la rotation du tapis. Et le gros avantage de ça, c'est que un vérin a toujours une course parfaitement définie, très très reproductible, et donc le tapis roulant va avancer exactement toujours de la même longueur. Donc chaque flacon va se retrouver au poste suivant. Voilà, c'est la technologie qui a été choisie sur ce sujet-là. Ça pourrait être autrement. Et puis quand le vérin G va rentrer, le système de cliquet, c'est en gros une sorte de roue libre de vélo, va pas entraîner la rotation du tapis dans l'autre sens. Donc quand le vérin G va rentrer, le tapis va pas bouger, les flacons vont pas bouger, vont rester statiques sous leur poste. Donc là j'ai fait G+ jusqu'en G1, je pourrais
dès que j'ai obtenu G1, démarrer le travail sur les 3 autres postes, un contrôle éjection, remplissage et bouchage. Alors simplement, je suis pas dans une version optimisée ici, donc je vais tout de suite faire rentrer le vers 1G par G-. Alors ceci, cette rentrée-là, pourrait être faite, cette rentrée pourrait être faite en temps masqué, c'est-à-dire en même temps que les autres postes ont commencé à travailler. Alors ça c'est possible, ça ajoute pas mal de complexité. J'ai choisi de faire relativement simple, mais ça pourrait être intéressant d'essayer d'optimiser ce type de système. C'est pas évident d'ailleurs. Donc je fais G- jusqu'en G0. Là j'ai fini la partie transfert, donc amener un nouveau flacon et faire avancer tous les flacons d'un cran. Je vais passer à une étape 6, que je vais mettre un petit commentaire fin transfert. Donc ça c'est juste pour les humains, l'automate en tient pas compte. Et puis je vais avoir une transition de fin ici, qui n'est pas complétée pour l'instant, qui dépendra également du graph set de coordination. Voilà. Donc je reboucle ce graph set sur son étape initiale, et on verra la condition justement pour repartir en étape initiale sur ce graph set de transfert. Pour la partie, donc je vais passer à la partie contrôle éjection, que je fais apparaître surligné en bleu ici. Alors, je vais peut-être effacer un peu mes annotations d'ailleurs. Voilà. Donc sur la partie contrôle éjection, même chose, j'ai pas la condition de démarrage qui dépendra du graph set de coordination. Je vais commencer par obturer le flacon par B+, jusqu'en B1, donc la tête qui est ici va se retrouver plaquée sur le flacon. On suppose qu'il va y avoir une bonne étanchéité quand on va se mettre par ici, donc il n'y aura pas d'air comprimé qui va pouvoir sortir par là. Puis on va envoyer de l'air comprimé, sous une pression sans doute relativement faible, dans le flacon, suffisamment faible pour que de ne pas déformer le flacon ou le faire exploser. Et puis pour contrôler l'étanchéité, on va faire comme on fait sur un pneu de vélo pour savoir s'il est crevé ou non. Je vais gonfler le pneu, donc avec une pompe à vélo tout simplement, et puis je vais attendre. Si au bout d'un certain temps je vois que le pneu s'est dégonflé, je sais qu'il est crevé. Si c'est pas dégonflé ou très très peu, je sais que tout va bien, qu'il est étanche et je vais pouvoir servir mon vélo. Donc ici c'est exactement la même chose qu'on va pouvoir faire. On gonfle, on remplit d'air comprimé. Alors là le temps qui a été choisi c'est 2 secondes. Si ça se trouve 1 seconde ça suffirait ou 1 seconde, pourquoi pas. Bon, peu importe, on n'est pas encore sur l'optimisation de ce procédé-là. Et puis donc on va passer une phase de test, tester l'étanchéité, c'est juste attendre. Alors ce que propose le sujet c'est d'attendre 3 secondes, bon ça pourrait peut-être être moins, peut-être plus un peu, peu importe. Et puis au bout de ces 3 secondes de test, on va regarder si le manostat P, qui est ici, détecte une pression suffisante ou non. Donc si la pression est restée supérieure au seuil réglé sur le manostat, alors ça veut dire que le flacon est étanche. Et si la pression a chuté, alors ça veut dire que le flacon n'est pas étanche. Alors j'ai pas précisé, mais ici j'ai un clapet anti-retour qui fait que la pression peut pas, l'air comprimé qu'on a emprisonné dans le flacon peut pas repartir quand j'arrête d'alimenter l'électrovanne EV1. Donc si la pression chute, c'est bien que le flacon a un défaut d'étanchéité, peut-être une petite fissure, quelque chose comme ça. Donc je vais attendre 3 secondes, et au bout des 3 secondes, je vais avoir 2 possibilités, soit le flacon est étanche, soit il l'est pas. Donc c'est pour ça que je fais apparaître les 3 secondes et P qui est vrai, donc le flacon qui est étanche, ou au bout de 3 secondes, si P n'est pas vrai, c'est qu'il n'est pas étanche, et il faudra que je l'éjecte. Alors, pour l'éjecter, je vais d'abord faire entrer le vers1B. Alors, même chose, on n'est pas sur l'optimisation, si ça se trouve, cette rentrée du vers1B, de la tige du vers1B, pourrait se faire en même temps qu'on éjecte le flacon par C+. Bon, là je fais dans l'ordre, d'abord B- jusqu'à B0, puis C+, jusqu'en C1. Donc là, le flacon est éjecté, il est tombé dans un bac de récupération à côté du tapis, certainement pour le recyclage. Ensuite, je pense aussi à faire rentrer mon vérin C par C-. Alors même chose, ceci pourrait être fait, pourquoi pas en temps masqué. Alors, ce qui va fixer la cadence de la chaîne, c'est le poste le plus lent. Donc c'est pas forcément ce poste de contrôle éjection qui est le plus lent, donc on va pas forcément avoir intérêt à l'optimiser si le bouchage prend 20 secondes. C'est dommage d'essayer de chercher à gagner un dixième de seconde ici, sachant que la tige du vers1C
peut sortir et rentrer assez rapidement. Vous avez vu hein, dans la partie cours qu'on peut régler indépendamment la vitesse de sortie et de rentrée d'une tige pour un V1, simplement avec un réducteur de débit unidirectionnel. Bref, donc là je suis sur la version relativement simple de cet énoncé. Donc je fais C- ici jusqu'à C0. Alors si la pression elle est restée suffisante à la branche de gauche, je vais seulement faire B-. Alors il faut bien faire rentrer la tige du V1B, hein, bien sûr, jusqu'à B0, mais j'éjecte pas le flacon. Là j'ai fini cette sélection de séquence, j'arrive à une étape 17 où j'ai fini le contrôle d'étanchéité et l'éventuelle éjection du flacon s'il n'était pas étanche. Donc j'arrive à une étape 17, une étape de fin sur laquelle on ne fait rien, et qui va attendre que le graphe 7 de coordination autorise le retour en étape initiale de ce graphe 7. Alors je vais effacer mes annotations maintenant. On va passer maintenant au poste de remplissage. Alors pour l'instant, vous voyez, je fais indépendamment hein, tout le fonctionnement de... Là, un petit détail qui reste apparent. Bon, je fais indépendamment le fonctionnement de ces différents graphes 7 hein, de tâches, et puis on verra que le graphe 7 de coordination gérera que contrôle d'éjection, remplissage et bouchage se fassent simultanément. Alors pour la partie remplissage, hein, ce que je fais apparaître en vert ici, donc je commence de l'étape 20, peu importe. Même chose, j'ai pas la condition de démarrage hein, de ce graphe 7 là. Je vais commencer par une sélection de séquences qui va dépendre de l'activation ou non de ce capteur X, qui pourrait être plutôt un capteur sans contact, hein, peu importe, hein, un capteur optique. Si X est vrai, alors je vais remplir le flacon. Si X n'est pas vrai, je vais rien faire. Et puis, je pense bien à mettre si j'ai X bar, donc si X n'est pas vrai, si j'ai pas de flacon, bah, je vais faire rien, mais je dois poursuivre le cycle hein, pour aller tout de suite à la fin de ce graphe 7 de remplissage. Donc si X est vrai, qu'est-ce que je veux faire? Alors oui, pardon, j'ai une autre possibilité. Hein. Plutôt que d'avoir cette étape 21 vide, je pourrais tout de suite avoir une sélection de séquence hein, sous l'étape 20, X bar est la condition de démarrage qui dépend du graphe 7 de coordination, ou X est cette même condition de démarrage de ce graphe 7 de remplissage qui dépend du graphe 7 de coordination. Bref, hein, donc là je suis resté plutôt sur cette version-là, qui comporte plus d'étapes, mais une étape ça coûte 0 €, donc c'est pas embêtant, au contraire je trouve que c'est plutôt plus clair, donc j'ai préféré garder cette version-là. Donc si X est vrai, je vais remplir, ce qui consiste à faire descendre la tige du V1D en même temps que j'ai ouvert le passage par l'électrovanne EV2 hein, sous le buzzer, donc D+ et EV2 jusqu'à D1. Et puis à l'étape 23, je fais D-, je fais plus EV2, donc l'électrovanne EV2 c'est refermée, elle est monostable, vous voyez, un petit ressort de rappel qui est dessiné d'ailleurs, et donc elle s'est refermée immédiatement, et ce qui fait que quand D rentre, hein, le doseur va aspirer une nouvelle dose de produit, hein, de la réserve de produit, pour le cycle suivant, pour le flacon suivant, pour le remplissage du flacon suivant. Donc je fais des moins jusqu'à des 0, et là j'ai fini le remplissage. Vous voyez ce petit graphe 7 très court. Toujours même chose, j'ai une étape vide à la fin, avec un petit commentaire en tant qu'à faire pour bien comprendre ce qu'on fait, et puis je vais avoir une condition qui va dépendre du graphe 7 de coordination avant de repartir à l'étape initiale de ce graphe 7 de remplissage. Donc voilà pour la partie remplissage. Je vais pouvoir passer, alors je vais effacer mes notations manuscrites. Je vais pouvoir repasser maintenant au graphe 7 de bouchage. Alors le graphe 7 de bouchage hein, que je surligne en jaune ici sur le schéma. Donc toujours pareil, c'est vrai qu'il faut que je déplace ma caméra pour pas être embêté, hein, pour que vous voyez bien. Donc j'ai toujours pareil une condition de démarrage qui dépend du graphe 7 de coordination. Ensuite, je mets une étape vide, hein, comme j'ai fait sur le graphe 7 de remplissage. Ce poste va travailler que si un flacon présent sous ce poste, hein, détecté par le capteur Y qui est ici. Donc si Y est vrai, qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire d'abord présenter un bouchon sous la tête hein, de bouchage sous le moteur pneumatique ici MB, jusqu'à donc F+ jusqu'à F1. Ensuite, je vais faire descendre le V1E hein, pour faire la prise du bouchon. Alors ici, attention, hein, c'est pour ça que je l'ai mis en bleu, le V1E va pas sortir jusqu'en E1. Il va sortir pendant une seconde. Tout simplement, le V1E va taper dans le V1F, et donc va pas aller jusqu'en bout de course. Il va pas aller jusqu'en E1.
Donc ici, le texte nous dit une seconde, alors, toujours pareil, une demi-seconde, ça suffirait peut-être. Bon, on n'a pas de capteur pour savoir s'il y a réellement un bouchon, d'ailleurs, hein, dans la boulotte des bouchons, et on n'a pas de capteur pour savoir si le bouchon a bien été pris. Il n'y a pas non plus de système de pince, hein, ça pourrait exister, hein, ça existe tout à fait sur les systèmes automatisés. Ici, il va simplement être emmanché en force, hein, donc il va être pris par la tête de bouchage. Donc je fais E+, jusqu'à pendant une seconde. Ensuite, je vais faire E-, le retrait de E, il va remonter jusqu'en haut. Je vais faire F-, le vérin F va rentrer. Là, d'ailleurs, il y a un nouveau bouchon qui va se présenter dessus pour le prochain cycle. Et ensuite, je vais faire sortir la tige du vérin E, tout en faisant tourner la tête de bouchage, hein, de manière à ce que le bouchon, hein, va se retrouver sur le pas de vis, hein, qui est présent sur le flacon. Et ensuite, le vérin E va rentrer, alors le bouchon va rester sur le flacon. J'imagine bien entendu qu'il y a un système mécanique qui empêche, hein, le flacon de remonter. Ça pourrait être des petits rails de guidage, hein, qui seraient placés ici par exemple. Donc E- jusqu'en 0, hein, le vérin E remonte bien sans emmener avec lui le flacon ou le bouchon. Donc là j'ai fini la phase de bouchage, donc, toujours un petit commentaire fin bouchage, toujours une condition qui dépendra du graphe 7 de coordination, de manière à retourner à son étape initiale, l'étape 30. Donc voilà l'ensemble, hein, de ces 4 graphes 7 de tâches, hein, 0, 10, 20, 30 pour transfert, contrôle et éventuellement injection, remplissage et bouchage. Maintenant on va passer au graphe 7 de coordination, graphe 7 de conduite, hein, de tout ça, qui gérera aussi le mode de fonctionnement auto, arrêt ou cycle par cycle. Et donc on sera amené, une fois qu'on aura fait ces graphes 7 de coordination, on sera amené à compléter les transitions de début et de fin, hein, qu'on a laissé de côté pour l'instant. Donc sur le graphe 7 de coordination, je déplace ma caméra. Donc je remets ici, hein, simplement les graphes 7 sans remettre le détail ce qu'il y a dedans, pas de place sur l'écran, hein, tout simplement. Et ce qui va être important, ça va être de compléter les transitions de début et de fin de tous ces graphes 7 là, qui comportent des étapes initiales, hein. Donc à la mise sous tension, ils sont tous à leur étape initiale, 0, 10, 20 et 30. Alors le graphe 7 de coordination, je le fais commencer à l'étape 100, peu importe, hein, pourquoi pas. Il va démarrer quand il y aura DCY, donc quand j'appuie sur des particles, on verra d'autres conditions de démarrage d'ailleurs. Et ce que je veux faire en premier, c'est le transfert. Donc j'ai mis un commentaire transfert ici. Alors le graphe 7 de coordination doit donner l'ordre au graphe 7 de transfert de démarrer. Ou plutôt, alors c'est pas tout à fait ça, hein, c'est pas un ordre qui est envoyé du graphe 7 de coordination vers le graphe 7 de transfert, c'est plutôt le graphe 7 de transfert qui observe le graphe 7 de coordination. Donc c'est pas un forçage comme on fait en cas d'arrêt d'urgence ou dysfonctionnement, disons, majeur. C'est plutôt, voilà, c'est pas un chef qui donne un ordre, c'est plutôt, disons, un musicien qui observe que le chef d'orchestre a levé pour la 3e fois sa baguette et donc il sait qu'il doit démarrer. C'est conceptuellement un petit peu différent. Il n'y a pas de syntaxe pour dire vas-y, graphe 7 de transfert, démarre. Hein, c'est le graphe 7 de transfert qui est dans ses starting blocks, dans son étape initiale, et qui observe que la variable x100 est vraie, la variable de étape 101, la variable de l'étape 101. Donc si l'étape 101 est vraie, la case mémoire x101 passe à vrai, et dans ce cas-là, il va évoluer vers l'étape 1, puis l'étape 2, l'étape 3, etc., jusqu'à sa fin, jusqu'à l'étape 6. Quand il arrive en étape 6, à une étape vide, hein, de fin de transfert, alors le graphe 7 de coordination va pouvoir évoluer, hein, quitter cette étape 101 et passer l'étape 102. S'il est passé l'étape 102, c'est qu'il a bien pris en compte la fin du graphe 7 de transfert, hein, la variable x6, et donc le graphe 7 de transfert va pouvoir remonter à son étape initiale. Vous voyez donc le x102 qui est ici. Donc c'est bien une évolution en gros en quinconce, hein, c'est j'arrive en étape 101, donc le graphe 7 de transfert démarre, il avance jusqu'à l'étape 6. Quand il arrive à l'étape 6, alors le graphe 7 de coordination avance. Si le graphe 7 de coordination a avancé, alors le graphe 7 de transfert va pouvoir repartir vers l'étape 0, hein, comme on avait vu dans le TD précédent. À l'étape 102, qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire travailler ces 3 postes. Alors, il faut essayer d'imaginer, voilà, d'un point de vue conceptuel, que ces 3 postes, hein, ne se connaissent pas entre eux. En fait, c'est des ouvriers qui travaillent, mais qui se connaissent pas entre eux. Ils se réfèrent tous au chef, hein, au chef d'orchestre, qui est le graphe 7 de coordination. Donc le graphe 7 de contrôle, éjection, remplissage et bouchage doivent tous démarrer quand on est à l'étape 102. Donc on va mettre x102, hein, comme transition initiale, hein, de tous ces graphes 7 là. Donc ils vont tous démarrer en même temps,
sans le savoir entre eux, hein. Celui-là va passer à l'étape 11, le graphe 7 de remplissage à l'étape 21, le graphe 7 de bouchage à l'étape 31, etc. Comment je vais savoir qu'ils ont fini? J'ai à chaque fois une étape de fin, j'ai bien pris soin d'avoir une étape de fin vide, hein, sans action associée, fin contrôle, fin remplissage, fin bouchage, vous voyez ces commentaires qui sont indiqués ici, qui sont juste pour nous humains, hein, pas pour l'automate. Et donc si j'ai à la fois l'étape 17, 24 et 38, alors à la fois ça ne veut pas dire qu'ils sont arrivés à ces étapes en même temps, hein, mais quand les trois sont vrais à la fois, donc quand le troisième poste, hein, le plus lent, a terminé son boulot, qu'il est arrivé à son étape, mais donc c'est le bouchage qui arrive à l'étape 38, les deux autres graphes 7 étaient déjà aux étapes 17 et 24. Ils attendaient, hein, à cette étape-là, que le chef d'orchestre, hein, le graphe 7 de coordination, prenne en compte leur fin. Donc quand j'ai à la fois 17, 24 et 38 vrais, alors le graphe 7 de coordination va pouvoir évoluer, passer à l'étape 103. Et s'il est passé à l'étape 103, alors c'est qu'il a pris en compte la fin de ces graphes 7 de tâches, de ces trois graphes 7 de tâches, et donc ils vont pouvoir repartir vers leurs étapes initiales, donc quand le signal x103 est vrai. Donc là, en gros, on a fini, hein, la gestion, la coordination de ces différents graphes 7. Alors, il nous reste quand même à gérer le fonctionnement automatique cycle par cycle ou arrêt. Donc si j'ai auto bar, hein, c'est-à-dire pas auto, donc cycle par cycle ou arrêt, je vais repartir à l'étape 100. Par contre, si auto est vrai, je vais repartir directement vers l'étape 101. Tant que auto est vrai, dès qu'on a fini contrôle remplissage bouchage, on passe au transfert. Dès que le transfert est fini, on passe au contrôle remplissage bouchage, etc. Donc voilà la structure globale du graphe 7. Alors ce qui nous manque, c'est aussi, hein, la condition initiale du mode de fonctionnement, c'est je vais démarrer que si j'ai auto cycle par cycle, donc pas arrêt. Si je suis en arrêt, même si j'appuie sur départ cycle, le système ne doit pas démarrer, je ne dois pas passer en étape 101, et donc le transfert ne doit pas commencer. Je vais avoir les conditions initiales sur le système, il faut tout simplement que tous les vérins soient en position de repos, donc tous rentrés sauf le vérin A qui doit être en position sortie. Alors éventuellement d'ailleurs, ce A0 on pourrait l'éliminer puisque le premier truc qu'on fait quand on lance le graphe 7 de transfert, c'est faire rentrer le vérin A jusqu'en position A1. Donc si jamais il n'est pas en position A0 au démarrage, c'est peut-être pas forcément très embêtant. Donc ça, ce sont les conditions initiales. Et puis on va rajouter aussi une condition sur les graphes 7 esclaves. Il faut qu'ils soient prêts, c'est-à-dire qu'ils soient en étape initiale. Si jamais ils sont pas en étape 0 ou 10 ou 20 ou 30, voilà, c'est qu'ils sont arrêtés au milieu, etc. Bon, ce qui est un dysfonctionnement, alors on ne doit pas démarrer. Donc voilà pour ce petit sujet, hein, d'automatisme. Voilà, j'espère que vous comprenez bien tout ça. N'hésitez pas à poser des questions par mail, par exemple, hein, lorsqu'on fera une visio. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée.